D'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Je pense qu'on a eu des témoignages et des intervenants de haute qualité. Je voudrais tous et toutes les remercier ce soir. Je pense que notre réflexion a pu progresser, ma réflexion aussi d'homme politique, même si vous le savez, beaucoup de décisions se prennent dans ce domaine ailleurs qu'au niveau cantonal. Néanmoins, je pense qu'un politique ne doit jamais dire « c'est pas mon secteur, c'est le secteur du voisin ». Nous devons nous impliquer, le cas échéant, nous avons des possibilités de faire bouger les choses. Nous avons aussi des parlementaires genevois à Berne qui peuvent eux aussi faire bouger les choses. Alors, je n'ai pas de solution toute faite, je parlerai tout à l'heure de ce revenu de base inconditionnel, peut-être dire quand même que nous avons chez nous un revenu de base inconditionnel qui ne s'appelle pas ainsi. Nous avons un filet social qui est bien plus généreux que ce qui est expérimenté en Finlande, avec 560 € par mois. Qui vivrait chez nous avec un montant comme celui-là, même si on devait le doubler? Nous avons des prestations sociales qui sont heureusement plus généreuses, qui ne permettent pas évidemment de vivre dans l'aisance, mais néanmoins qui permettent, le cas échéant, de faire face aux charges incompressibles. Mais le but, ce n'est pas évidemment, lorsqu'on est frappé par le sort, par une maladie comme un cancer, de se dire finalement il y a l'aide sociale. Il y a bien plus que cela que l'on est en droit d'attendre de notre société. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, pourquoi en 2018, nous nous posons ces questions sur les enjeux humains et professionnel, c'est parce que d'abord, heureusement, il faut le reconnaître, il y a cette note positive que vous avez rappelée, professeur, en tout début de votre intervention, c'est qu'aujourd'hui, le taux de mortalité de cette maladie a diminué, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'espérance de vie de cette maladie a augmenté, on vit avec un cancer, on vit après un cancer, et donc il y a des problématiques nouvelles dont on se réjouit bien sûr, mais qui sont des défis, comme si la médecine avait avancé plus vite que la réponse sociétale à ces problèmes. Nous sommes pris de court par ces progrès que nous saluons de la médecine, et notre société répond encore à des problématiques comme celles que traversent ces patientes et ces patients avec des instruments qui sont des instruments du passé. Alors oui, il faut simplifier les choses, oui, il faut accompagner les personnes à travers parfois une jungle administrative, ou du moins ce qui peut être perçu comme tel. Oui, il faut une responsabilité sociale des entreprises qui existe dans bon nombre d'entreprises, mais l'État doit plus que cela. Il n'a pas simplement à simplifier les accès, il doit mettre en place des structures qui répondent à cette problématique, qui est une problématique non pas nouvelle, mais qui est en recrudescence, et on s'en réjouit une fois encore. Je pense qu'il faut une refonte de notre droit actuel de sécurité sociale qui a été bâti au fil du temps en fonction des moyens économiques de notre Parlement. Nous avons une loi sur l'assurance accident et une loi sur l'assurance maladie. Est-on plus responsable de sa maladie que de l'accident qui nous frappe? Certainement pas. Pourtant, nous avons des prestations qui sont bien différentes. On a plus de chances si on est victime d'un accident que d'une maladie. Excusez-moi de vous dire cela de manière provocante, mais c'est vrai que notre assurance accident, d'abord, n'a pas de délai d'attente, verse l'intégralité des frais médicaux, puis verse des rentes d'invalidité de l'assurance accident qui viennent s'ajouter aux rentes d'invalidité de l'assurance invalidité jusqu'à combler le 90% du revenu dont est privée la personne accidentée. En assurance maladie, le représentant de Santé Suisse l'a dit, en assurance maladie, nous n'avons toujours pas en Suisse d'assurance obligatoire perte de gain maladie. Aujourd'hui, heureusement, la grande majorité de nos employeurs ont cette responsabilité sociale et aussi cette intelligence économique, sinon c'est eux qui doivent prendre en charge, mais dans des limites bien plus basses que ces 730 jours que l'on trouve généralement dans les assurances. Ce sont sinon les employeurs qui doivent prendre en charge le 80% du salaire pendant une période qui est liée à l'existence, à la durée du contrat de travail avant la survenance de l'incapacité de travail. Mais nous n'avons pas cette assurance obligatoire. Quand on parle de la LAMAL, on oublie qu'il y a tout un pan de notre assurance LAMAL qui mentionne les prestations perte de gain maladie facultatives, c'est-à-dire qu'un assureur peut demander, plutôt un employeur peut demander à un assureur de couvrir ses employés sur la base des prestations perte de gain maladie de la LAMAL qui sont plus généreuses que celles des assureurs privés qui couvrent la perte de gain. Mais tant que vous laissez le choix, bien évidemment, les assureurs offrent
bien sûr, aux employeurs des prestations qui sont sur la base d'une assurance privée dans lesquelles il y a des clauses d'exclusion, il y a des clauses pénalisantes, et c'est contre cela que nous devons nous battre. Parce que finalement, un assureur vous assure pratiquement n'importe quoi. C'est une question de prime. Et s'il faut qu'un assureur ait des primes plus élevées parce qu'il est plus généreux, il ne sera pas concurrentiel. Donc il faut faire en sorte que cette concurrence soit aplanie, en faisant en sorte que cette assurance perte de gain maladie soit obligatoire, et surtout, et j'ai bien entendu ce qui se passe en France et cette loi, j'ai bien pris note et je pense que c'est une source d'inspiration pour nous. Ce que vous appelez le droit à l'oubli, chez nous c'est utilisé dans d'autres contextes, mais enfin c'est le droit aussi d'avoir la chance de pouvoir s'assurer correctement, même si on a eu dans son périple de vie une maladie comme le cancer, et s'il n'y a pas eu de rechute dans les 10 ans, si la maladie est sous contrôle, que l'on puisse bénéficier de cela. Et en ce qui concerne, et c'est la même réponse à la problématique des emprunts, pourquoi un banquier ne prête pas de l'argent? Parce qu'il a peur évidemment qu'à un moment donné, il ne retrouve pas son argent. Mais si on prévoit aussi, sur une base solidaire, l'obligation d'une assurance qui ne prévoit pas une pénalisation, cela nous permet à ce moment-là de répartir le risque sur l'ensemble des assurés. Ce risque sera supportable parce qu'il sera minime, parce que réparti sur une grande masse, et cela évitera de pénaliser les personnes dans ces circonstances. Donc il y a du travail à faire dans ces domaines, il y a du travail à faire aussi dans d'autres secteurs. L'assurance invalidité fait le travail que lui impose notre droit fédéral. C'est important, bien sûr, souvent de passer par l'assurance invalidité, parce que cela débloque toute une série de prestations, les prestations complémentaires fédérales, les prestations complémentaires cantonales pour Genève, qui est un des 4 cantons suisses qui a, en plus des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales. Donc, la personne qui ne peut pas travailler à la suite d'une invalidité liée d'ailleurs à la maladie ou à l'accident peut obtenir des prestations qui lui permettent de vivre très largement, je dirais, dignement. Mais bien sûr, il y a un parcours du combattant qui est parfois difficile, qui est ressenti d'autant plus durement pour les personnes qui souffrent et qui devraient pouvoir concentrer toute leur énergie pour combattre la maladie. Voilà. Je n'ai plus personne. Restez là, je demandais à Pierre-Yves Dietrich de venir nous dire s'il est content de ce panorama qu'on a fait. Je tiens d'abord à vous remercier tous. Je pense que c'est relativement inhabituel de présenter ce sujet en public. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu malgré, finalement, avec, je pense, ce souci d'avoir une sensibilisation sociétale à cette nouvelle problématique. Je tiens aussi à dire que même si on a individualisé des problèmes en pratique quotidienne, et ça c'est aussi bien remarqué ce soir, les gens avec qui on intervient sont, à la très grande majorité des cas, toujours extrêmement bienveillants et souhaitent faire leur travail vraiment bien, de manière pour le patient donné. Donc on n'a pas des blocages lorsqu'on est dans une interaction à deux. Par contre, ce qui me paraît assez clair ce soir et qui conforte ce qu'on voit dans le quotidien, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre toutes ces structures et là, il y a vraiment un problème majeur. Le système est trop complexe. Les patients ne le comprennent pas, les professionnels ont de la peine à suivre, et entre les différentes structures de soutien, finalement, il n'y a pas de coordination. Donc il y a des lois contradictoires qui mènent les patients et tout le système, par moments, dans l'obstacle. Et j'ai bien entendu toute votre volonté de pouvoir faire bouger les choses. Je pense qu'il y a certainement un besoin de travailler, je ne sais pas s'il faut dire en interdisciplinaire, mais en intercompétence, comme on a vu ce soir, en tout cas de se plonger dans le vécu des patients, parce que je pense qu'il y a quand même encore un grand gap en ce que vivent les patients et finalement la bonne volonté de chaque structure individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le quotidien des patients est beaucoup plus compliqué que chaque structure le pense, chaque structure que vous avez représentée ce soir remarquablement bien, et encore une fois avec beaucoup
compassion, non seulement vous, mais toutes les personnes qui travaillent dans les secteurs donnés. Mais ce gap, il est immense parce que le cumul des problèmes liés à chaque structure d'interaction est insoluble, souvent, avec, comme j'ai dit, des lois contradictoires. Et je pense qu'on pourrait partir ce soir, on a eu 3 témoignages. On peut en trouver des centaines, vraiment, on peut en trouver des centaines qui amènent chacune leur problématique spécifique. Et je pense que s'il y a un réseau sociétal qui se met en route par rapport à une réforme de ce type-là, il est essentiel de partir du vécu et non pas des règles. Il faut partir du vécu et intégrer ce vécu parce que c'est là qu'on identifie les problèmes. Et en sélectionnant une trentaine, quarantaine, cinquantaine de situations, je pense qu'on peut méthodologiquement trouver ces problèmes, trouver les nœuds et essayer ensuite de les résoudre avec des lois et non pas faire le contraire. Voilà, je tiens à remercier. C'est un sujet compliqué. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir et en particulier les 3 personnes qui ont témoigné. C'est un exercice qui est beaucoup plus complexe que je pense tout le monde peut l'imaginer. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.